Beaucoup de choses ont changé depuis les premiers instruments électroniques. Toutefois, l'évolution a été progressive, les progrès techniques ayant connu des débuts hésitants pour aboutir à des appareils plus sophistiqués et fiables. Inventé dans les années 30, l'orgue Hammond tire ses sonorités d'un système de roues phoniques, intégré dans un mécanisme d'embrayage digne d'une automobile. C'est d'ailleurs le constructeur Ford qui aida son inventeur à assembler les tout premiers modèles, conçus pour remplacer les orgues d'église à tuyaux. Mais c'est dans les clubs de jazz que cet orgue se révéla des plus démoniaques, devenu indissociable de sa cabine Leslie, un haut-parleur rotatif qui lui donnait un son unique. Inventé durant la Seconde Guerre mondiale, le Rhodes reprend le principe de percussion des notes du piano, mais en remplaçant les cordes par des lamelles d'aluminium, ce qui le rend plus facile à transporter. L'invention se fait racheter par le fabricant de guitares Fender, qui donne son savoir-faire au système d'amplification du clavier, agrémenté d'effets particulièrement réussis. Très populaire auprès des musiciens professionnels des années 70, le son du Rhodes est sur tous les disques de cette époque. Dans les années 60, Moog créa les bases de la synthèse moderne, en utilisant la tension électrique pour générer le son, le filtrer et en contrôler son amplification. Les sons qui en sortaient étaient inédits et séduisirent notamment les producteurs de films de science-fiction pour inventer le son des vaisseaux spatiaux et des fameuses batailles au fusil laser. Les premiers modèles étaient monophoniques, on ne pouvait jouer qu'une seule note à la fois. Au même moment fut commercialisé un procédé très différent, le mélotron, utilisait pour chaque touche de son clavier une petite bande magnétique sur laquelle était enregistré le son à produire. Entièrement mécanique, il était donc totalement polyphonique. Différentes banques de sons étaient disponibles, mais changer le système de bande pouvait prendre plusieurs heures. Le mélotron est l'ancêtre de l'échantillonneur numérique que nous connaissons aujourd'hui. Grand rival de Moog, la marque ARP a conçu à la fin des années 60 des synthétiseurs de grande qualité, dont le Solina que nous entendons ici. Avec ses 16 voix de polyphonie, le Solina était censé reproduire un ensemble de cordes complet. Le résultat en est encore loin le niveau réalisme, mais le son garde un charme bien à lui, et nombreux sont les compositeurs qui en firent leur instrument fétiche. Dans la fin des années 70, entre les ténors de l'époque que sont Moog et ARP, apparaît une toute nouvelle société, Sequential Circuits, fondée par un ex-ingénieur de chez Moog. Leur première machine crée l'événement. Le Prophet 5 possède une richesse de son exceptionnelle pour l'époque, et surtout, il est le premier à permettre la sauvegarde des réglages sur des mémoires informatiques. Les synthétiseurs Oberheim sont parmi les plus emblématiques du début des années 80. Leur son chaleureux et polyvalent a été adopté par de nombreux artistes de renom, jusque chez les groupes de hard rock. Une première pour les synthétiseurs. Roland n'était pas en reste avec ses séries de synthétiseurs Jupiter et Juno, déclinés sur plusieurs modèles suivant l'avancée des progrès techniques. Le Juno 106, par exemple, est doté de prises MIDI, le permettant de se raccorder et de se synchroniser à d'autres machines MIDI elles aussi. Yamaha frappa un grand coup en 1983 avec la sortie du DX7. Ce best-seller est numérique, le son est calculé par des processeurs et apporte des possibilités harmoniques très différentes de ce qu'on connaissait jusqu'alors. Son succès était tel que peu de modèles concurrents ont pu émerger durant les 4 ans qui suivirent sa sortie. En 1985, Korg, constructeur jusqu'alors connu pour ses synthétiseurs modulaires, propose avec le M1 l'une des premières workstations, ou stations de travail. Ce modèle permet d'enregistrer son jeu sur plusieurs pistes et d'y ajouter des effets. Ces sonorités font appel à des banques de sons numériques, et non à de la synthèse. Pour obtenir de nouveaux sons, il fallait acquérir des cartes d'extension. Le M1 connut un immense succès. Alesis illustre parfaitement avec son synthétiseur Ion la tendance actuelle, à savoir une machine numérique à modélisation analogique, capable de s'approcher des sonorités d'anciens synthétiseurs, mais aussi dotée de trouvailles modernes, autant au niveau du traitement du son que dans l'ergonomie de son utilisation en temps réel. Car s'il est une mode qui revient très fort,
C'est bien l'engouement pour ces vieux synthétiseurs analogiques au son chaleureux et expressif. Nombreux sont les fabricants qui ressortent leurs anciennes machines sous la forme d'émulation matérielle ou logicielle, à l'image de Korg et son MS-2000, reprenant les fonctions de pas moins de 3 anciens modèles de la marque. Les puristes vous diront qu'ils n'approchent pas les sonorités inimitables de ces aînés. Toutefois, les possibilités de synthèse restent très intéressantes à explorer. Les progrès technologiques des années 80 permirent l'apparition des échantillonneurs, capables de contenir des enregistrements numériques et de les déclencher à volonté. C'est la liberté de changer de sonorité selon ses besoins, d'utiliser sa voix comme instrument, ou d'isoler une boucle tirée d'un disque. De ce fait, les échantillonneurs introduisirent une toute nouvelle façon de travailler la musique. De son côté, l'informatique personnelle évolua aussi énormément, et devint assez vite une solution très prisée par les compositeurs, d'abord afin de compléter l'équipement existant, pour progressivement se suffire à lui-même en tant que studio virtuel. En effet, les matériels et logiciels audio pour ordinateur ont connu ces 10 dernières années une évolution fulgurante, donnant naissance à des solutions complètes et puissantes.